This meeting is being recorded. Parfait. Ben, écoutez, on va respecter l'horaire là pour justement également vous libérer à temps. Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Alors, merci d'avoir pris le temps encore une fois aujourd'hui de vous joindre aux conférences mémorables. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Dr Noa Bengayed, directrice recherche et développement et qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'animer et de modérer ce webinaire. Alors, les conférences mémorables sont rendues possibles grâce au soutien financier d'Eli Lilly, le consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et à la collaboration de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, nous avons tout d'abord commencé par la logistique et les détails techniques. Donc, le son est obtenu soit grâce à votre système de son intégré à votre ordinateur ou via la ligne téléphonique. Et donc, les numéros de téléphone se sont affichés dès que vous vous êtes connecté sur le lien web. Quant au visuel de la présentation, il sera accessible également en ligne dès que Dr Caillot va prendre la parole. Il vous a également été envoyé en format PDF, donc dans le courriel de ce matin. Alors, dans le but de minimiser le bruit de fond et de garantir une meilleure qualité de son, tous les participants ont été mis en sourdine dès que vous avez rejoint le webinaire. Si vous avez besoin de poser des questions ou si vous avez le moindre souci pendant la présentation, merci d'utiliser soit la fenêtre de dialogue ou la période de la section questions-réponses pour justement poser votre question. Et à la période de questions-réponses, je vais en fait enlever le mode sourdine pour que vous puissiez également prendre la parole directement. Donc, pour respecter l'horaire, je vous demanderai s'il vous plaît de garder vos questions pour la période de questions-réponses à la fin. Et pour pouvoir offrir ce webinaire au plus grand nombre, il sera également enregistré dans sa globalité et partagé avec vous par courriel à la fin de la présentation, de même que le document PDF à nouveau donc de la présentation. Et nous avons pris l'habitude donc de partager la présentation sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Donc, la même chose, ça sera envoyé dans le courriel à la fin du webinaire. Alors, Dr Caillot va présenter pendant plus ou moins 45 minutes et nous conserverons une quinzaine de minutes à la fin pour une période de questions-réponses et une discussion. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférence d'aujourd'hui. Dr Marie Caillot, dont la présentation s'intitule « Prévalence et fonction cognitive dans la maladie d'Alzheimer, hommes et femmes sont-ils égaux ?» Alors, Dr Caillot est titulaire de 2 maîtrises, l'une en psychologie appliquée à la recherche, la deuxième en neuropsychologie clinique, qui lui ont permis d'exercer en tant que neuropsychologue en hôpital universitaire auprès de patients atteints de troubles neurocognitifs. Elle détient également un doctorat de l'Université d'Angers en France, spécialisé dans les anomalies cérébrales structurelles et fonctionnelles liées aux pathologies neurodégénératives, telles que la maladie d'Huntington. Depuis 2017, elle poursuit ses recherches au sein du laboratoire du professeur Sylvie Belleville au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, en s'intéressant sur le prodrome de la maladie d'Alzheimer avec un versant cognitif et en neuroimagerie multimodale. Dr Caillot s'intéresse également aux questions du sexe et du genre dans la maladie d'Alzheimer, au vu de l'impact que ces dimensions peuvent avoir dans la recherche et la clinique liée à cette maladie et qui sera également le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci infiniment, Dr Caillot, d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, moi, je tiens à vous remercier également la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer pour m'avoir invité à prendre part à ces conférences mémorables. Et je vais vous présenter donc aujourd'hui, donc partager mon écran. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Donc, oui, on voit parfaitement en fait la présentation, sauf qu'il y a également vos notes à côté. Ok, alors attendez, je change. Est-ce qu'il y a toujours les notes? Non, c'est parfait. Ok, très bien.
Merci. Donc, comme vous le disiez, je vais vous parler aujourd'hui de prévalence et de fonction cognitive dans la maladie d'Alzheimer, en se posant la question de l'égalité des hommes et des femmes sur cette thématique. Donc, après une brève introduction, Après une brève introduction sur les démences et sur la maladie d'Alzheimer, nous allons aborder différents points en tentant chaque fois de préciser l'impact des différences de sexe et du genre. Donc, je vais vous présenter quelques chiffres sur la fréquence et la prévalence de la maladie d'Alzheimer. Je décrirai la présentation clinique des patients selon la neuropathologie, la cognition et le comportement. Nous aborderons aussi les facteurs de risque qui sont propres aux femmes et aux hommes. Et enfin, nous parlerons des différences de traitement et des futures directions qui sont possibles pour cette thématique dans la maladie d'Alzheimer. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres qui peuvent un peu expliquer l'urgence qui a trait à la recherche sur la démence. Donc selon le World Alzheimer Report de 2015, on compte 46 millions de personnes atteintes dans le monde et 750 000 personnes, rien qu'au Canada, sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre pathologie cognitive. Et cela représente un coût global de 818 billions de dollars US. Parmi les désordres cognitifs qui peuvent conduire à la démence, on va compter bien sûr la maladie d'Alzheimer, qui est la plus répandue puisqu'on estime qu'elle représente environ 60 à 80% des cas de démence. On a aussi la maladie vasculaire, qui va représenter 10 à 20% des démences, mais aussi d'autres pathologies comme la démence à corps de Lévy, la maladie de Parkinson, la démence mixte, la démence frontotemporale, la maladie de Huntington ou encore la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Nous nous intéressons donc à la maladie d'Alzheimer. Donc, comme vous le savez, il s'agit d'une maladie neurodégénérative et progressive. Elle va causer des troubles de ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire de souvenirs des événements personnels qui vont être encodés, donc enregistrés dans un contexte spatio-temporel précis. Et on va avoir également des déficits cognitifs qui vont pouvoir se traduire par d'autres troubles, comme des troubles attentionnels, des troubles de la mémoire de travail ou encore des troubles du fonctionnement exécutif. On peut également assister à des modifications comportementales avec des personnes qui peuvent même présenter des changements de la personnalité. Et la neuropathologie de la maladie d'Alzheimer se caractérise par 3 biomarqueurs principaux. Donc, les dépôts de peptides bêta-amyloïdes qui sont retrouvés au cœur des plaques séniles, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes qu'on connaît bien dans la maladie d'Alzheimer. Ce sont des lésions qui sont extracellulaires et que l'on retrouve donc entre les neurones. On a ensuite les lésions neurofibrillaires qui vont être dues à des anomalies de la protéine Tau. On va les retrouver cette fois-ci à l'intérieur des neurones. Ces lésions intracellulaires vont conduire à la perte neuronale, donc à la mort des neurones et des synapses. Donc ces deux premiers types de lésions, ça va former des amas de protéines qui se forment lors du processus de vieillissement normal également, mais qui, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, vont s'accumuler en beaucoup plus grande quantité. Et enfin, l'atrophie cérébrale, avec notamment une atrophie des hippocampes qui va être particulièrement marquée dans la maladie d'Alzheimer. Donc, chez les personnes qui développeront la maladie d'Alzheimer, on sait que ces lésions neuropathologiques vont être présentes parfois des années avant le début des signes cliniques comme la perte de mémoire ou la perte d'autonomie de ces sujets. À savoir, on a un premier stade préclinique durant lequel les sujets vont être cognitivement normaux, donc asymptomatiques, mais ils vont pouvoir néanmoins d'ores et déjà se plaindre de leur mémoire ou d'une autre fonction cognitive. Dans ce cas-là, on va parler de déclin cognitif subjectif. Lorsque certains des troubles cognitifs vont commencer à être objectivés, donc ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir en rendre compte à travers les tests ou l'examen clinique, on va parler alors de troubles cognitifs légers, TCL. Je vais vous en parler régulièrement, donc quand je dirais TCL, donc c'est cette phase-là, le trouble cognitif léger. Et enfin, lorsque chez ces sujets, les troubles vont être suffisamment invalidants pour interférer avec le travail ou les activités usuelles, on va alors parler de démence de type Alzheimer. Maintenant, pourquoi différencier les hommes et les femmes dans l'étude des maladies cognitives et de l'Alzheimer en particulier? Donc, tout d'abord parce que la fréquence et la prévalence sont différentes selon le sexe. Au Canada, la population qui est atteinte d'une maladie cognitive par tranche d'âge et selon le sexe représente entre 2,8 et 37,1% des femmes et entre 1,9 et 28,7% des hommes.
Donc, comme vous pouvez le constater, le pourcentage des femmes atteintes est nettement supérieur à celui des hommes. Actuellement, on estime que 335 000 Canadiennes sont atteintes d'une maladie cognitive pour 178 000 Canadiens, soit un pourcentage de 65 pour les femmes contre 35 pour les hommes. Cette différence de prévalence homme-femme est d'autant plus frappante lorsqu'on regarde plus spécifiquement ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. On compte globalement 2 femmes atteintes pour un homme, et au Canada, on estime que 72% des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer sont des femmes. De plus, au-delà d'une fréquence et d'une prévalence plus importante chez les femmes, c'est le fardeau de la maladie d'Alzheimer qui va également être davantage porté par les femmes, c'est-à-dire dans le rôle d'aidant d'un proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, à savoir, les femmes qui vont représenter plus de 2/3 des aidants, et parmi elles, 1/3, c'est les filles des personnes atteintes. De plus, les femmes ont également un risque plus important de développer la maladie d'Alzheimer au cours de la vie. Ceci signifie par exemple qu'à l'âge donné de 45 ans, les femmes vont avoir une probabilité de 19,5% de développer la maladie d'Alzheimer sur les années de vie qu'il leur reste, contre seulement 10,3% des hommes. Cette différenciation entre les sexes, c'est à la fois dans la fréquence de la maladie, mais aussi dans le risque au cours de la vie. Et ceci, c'est en partie lié au fait que les femmes ont une espérance de vie supérieure à celle des hommes. Car comme on le sait, l'âge est le facteur de risque le plus important dans la maladie d'Alzheimer, enfin, pour la forme sporadique, donc pas la forme génétique. Et il y a plus de femmes à un âge très avancé lorsque le développement de la maladie, d'une maladie d'Alzheimer est le plus probable. Cependant, la longévité supérieure des femmes n'explique pas l'ensemble des différences que l'on retrouve entre les sexes. Nous allons maintenant présenter les caractéristiques cliniques des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer en tenant compte des critères de sexe. Afin d'étudier plus en détail ce que les différences hommes-femmes peuvent représenter dans cette maladie, il convient que je vous détaille un petit peu, dans un premier lieu, ce que l'on entend quand on parle de sexe et quand on parle de genre. Le sexe, dans la recherche médicale, va se référer aux différences biologiques et physiologiques entre les hommes et les femmes. Donc, de manière primaire, c'est à travers donc, le génotype, on a l'expression génétique des chromosomes sexuels, donc XX versus XY. On a ainsi des hormones qui contribuent aux différences au niveau cellulaire, organique et au niveau des systèmes. De manière secondaire, à travers le phénotype cette fois-ci, des différences physiques vont être apparentes. Donc ça va être déterminé par les hormones gonadiques sexuelles, donc à savoir la poitrine, les organes sexuels, etc. Le genre fait quant à lui référence à une combinaison d'influences environnementales, sociales, culturelles, qui influent donc sur les facteurs biologiques, respectivement chez les femmes et chez les hommes. Le genre va être enraciné dans la biologie et il va être façonné par l'ensemble de ces expériences de l'environnement. Il va être lié à la société où l'individu évolue et aux connaissances qui s'y rattachent à cette société. Et il va inclure des normes de genre, de rôle, de stéréotypes et d'inégalités. Ce type de variable, il va influer sur le type, par exemple, d'éducation, d'occupation ou encore sur les revenus. Nous avons analysé les recherches étudiant l'impact du sexe sur les éléments neuropathologiques. Pour la protéine bêta-amyloïde, dont je vous ai parlé précédemment, qui est grandement incriminée dans la maladie d'Alzheimer, les différences entre les sexes chez les personnes âgées en santé sont assez controversées, voire même ce sont des résultats plutôt contradictoires. La majorité des études ne montrent pas de différence particulière entre les hommes et les femmes. Et les divergences qui sont retrouvées entre les publications peuvent s'expliquer notamment par les différences dans les plans d'études ou dans la méthodologie utilisée, les tailles d'échantillons ou encore par les différences d'âge des individus qui ont été inclus dans ces études. Et en ce qui concerne les études au sein de la phase préclinique ou prodromale de la maladie d'Alzheimer, ainsi qu'à la phase démentielle, on n'a pas retrouvé non plus de différence claire entre les sexes au niveau de la charge en bêta-amyloïde. Une étude post-mortem sur les 15 dernières années a d'ailleurs montré qu'il n'y avait pas non plus de différence claire ni dans l'apparition ni dans la distribution des plaques amyloïdes dans l'hippocampe et le néocortex en fonction du sexe. Le même type de constatation est un petit peu retrouvé pour la protéine Tau, c'est-à-dire que peu de différence entre les sexes pour cette protéine.
que ce soit à travers des études post-mortem, des études en TEP, donc en imagerie avec produits d'injection, ou encore en analyse du liquide céphalorachidien. Néanmoins, quelques études révèlent tout de même davantage de protéines tau chez les femmes par rapport aux hommes, notamment dans certaines régions corticales, telles le cortex frontal médian, le temporal supérieur, le pariétal ou encore l'entorhinal. Mais ces études restent malgré tout peu nombreuses et certaines montrent uniquement des tendances, donc pas d'effets très significatifs. Il serait donc nécessaire de répliquer ces analyses, d'autant plus que beaucoup d'études réalisées sur ces protéines dans la maladie d'Alzheimer n'ont pas été stratifiées proprement par le sexe. Nos connaissances donc sur l'accumulation et la propagation de la protéine tau dans la maladie d'Alzheimer en fonction du sexe est assez limitée. Concernant maintenant l'atrophie cérébrale, donc parmi la population âgée en santé, les hommes âgés présentent une plus grande atrophie liée à l'âge, dans les régions frontales, pariétales et temporales, et une épaisseur corticale plus faible dans les zones qui sont les zones de signature de la maladie d'Alzheimer, donc en particulier les zones temporales. Les études réalisées sur des grandes cohortes comme Adni et Myriam dans la maladie d'Alzheimer ont permis de déterminer que les taux d'atrophie étaient plus rapides de 1 à 1,5% par an chez les femmes atteintes de troubles cognitifs légers et de démence de type maladie d'Alzheimer par rapport aux hommes. Ce que vous voyez sur la carte sur la gauche représente les taux d'atrophie sur une année chez des sujets troubles cognitifs légers. On peut voir davantage de progression de l'atrophie en bleu, donc chez les femmes, par rapport aux hommes. Concernant maintenant les modèles régionaux au niveau des flux sanguins, à travers une étude qui a été réalisée chez 30 hommes et 30 femmes avec une maladie d'Alzheimer déjà déclarée, il a été mis en évidence que les modifications au niveau du flux sanguin cérébral n'intervenaient pas dans les mêmes régions chez les hommes que chez les femmes. À savoir, on constate une diminution plus importante du flux sanguin dans le cortex pariétal et cingulaire postérieur chez les hommes, tandis qu'on constate une diminution plus importante dans la région temporale médiale et le lobe frontal chez les femmes. En ce qui concerne maintenant la cognition, donc la perte de mémoire, c'est ce qui représente la source d'inquiétude de santé la plus importante chez les hommes et chez les femmes âgées. Mais cependant, une plus grande proportion de femmes rapportent être inquiètes de leur mémoire. Ainsi, les tests les plus fréquemment utilisés pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer, ça va être des tests de mémoire verbale, donc mémoire de liste de mots, indissage, mémoire d'histoire et d'autres supports verbaux. Il existe des différences entre les sexes dans la mémoire épisodique verbale et ça va donc avoir des implications pour le diagnostic dans la maladie d'Alzheimer. Donc la mémoire verbale, on sait que les femmes présentent un avantage depuis longtemps qui peut être partiellement expliqué par certaines hormones. Dans les études de la cohorte ANI, on montre un avantage féminin pour la mémoire verbale, non seulement au cours du vieillissement cognitif normal, mais également au cours du trouble cognitif léger qui va précéder la maladie d'Alzheimer. Et ceci, même avec un fardeau neuropathologique tel l'atrophie hippocampique, l'hypométabolisme, le dépôt bêta-amyloïde ou encore le génotype ApoE, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, même avec tous ces éléments neuropathologiques équivalents à ceux des hommes, les femmes sont quand même avantagées au sein du trouble cognitif léger par rapport aux hommes. Donc, cependant, lorsque la charge de ce fardeau devient élevée, cet avantage qui est féminin est éliminé. Donc, ces résultats, ils peuvent nous indiquer que cet avantage féminin en mémoire verbale, ça constitue une forme de réserve cognitive qui permet aux femmes de maintenir leur performance cognitive au tout début de la maladie, malgré des niveaux modérés de la pathologie cérébrale. Cependant, quand ces niveaux neuropathologiques sont trop élevés, la réserve n'est plus suffisante pour pallier les déficits. Donc, bien que l'avantage féminin puisse être bénéfique sur le plan fonctionnel, l'inconvénient, c'est qu'il peut retarder le diagnostic de troubles cognitifs légers. De sorte qu'en fait, le fardeau de la maladie est plus lourd au moment du diagnostic chez les femmes, parce qu'elles ont compensé ce déficit plus longtemps, et qu'ainsi, les individus féminins qui vont être diagnostiqués vont décliner plus rapidement par la suite. Au moment du diagnostic, après, elles déclineront plus rapidement. Ça va ainsi limiter les possibilités d'intervention précoce.
Ce cadre-là, ça pourrait expliquer notamment pourquoi les femmes présentent un déclin plus rapide pour un large éventail de capacités cognitives, donc après avoir reçu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Et si les femmes sont diagnostiquées à un stade plus avancé, on peut s'attendre à ce qu'elles présentent un taux de détérioration plus rapide. Donc, cette hypothèse est actuellement testée dans d'autres études de cohorte pour déterminer si les résultats se généralisent. Et selon les études, et si les résultats varient en fonction de la présence ou non du génotype de type APOE, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, si ces résultats sont reproduits, ces travaux suggèrent alors la nécessité d'approches alternatives pour améliorer à la fois le dépistage précoce chez les femmes, y compris l'utilisation, par exemple, de seuils de correction spécifiques au sexe pour détecter les déficiences de la mémoire verbale, ou l'utilisation de tests de mémoire qui ne montreraient pas de différence en fonction du sexe. Donc maintenant, concernant les modifications comportementales dans la maladie d'Alzheimer, plusieurs différences de symptômes en fonction du sexe ont été signalées. Bien que bon nombre de ces observations reposent sur des études uniques avec des échantillons de taille assez limitée, les preuves disponibles indiquent tout de même que les hommes chez qui on diagnostique une maladie d'Alzheimer sont plus susceptibles que les femmes de faire preuve d'apathie, d'agitation, de comportements socialement inappropriés ou abusifs, et tandis que les femmes, elles, présentent plus souvent des symptômes dépressifs, un sentiment de solitude, une labilité émotionnelle, des délires ou encore des symptômes maniaques. Dans une étude sur les symptômes neuropsychiatriques chez 1120 personnes qui sont atteintes d'une maladie d'Alzheimer sporadique, les scores de dysfonctionnement comportemental et de composantes de l'humeur étaient pires chez les femmes que chez les hommes. Mais ce qui est aussi problématique, c'est que les femmes atteintes de démence souffraient également d'une perte partielle d'autonomie plus tôt que les hommes dans l'évolution de la maladie. Elles passeraient donc une plus grande proportion de leur vie restante avec une dépendance et des handicaps importants. Encore une fois, des études supplémentaires avec des cohortes plus importantes sont nécessaires pour confirmer ces différences entre les sexes en matière de symptômes comportementaux. En résumé, nous illustrons avec le modèle que je vous présente sur cette diapo comment des différences peu marquées, ou en tout cas subtiles, en amont entre les hommes et les femmes, pourraient être amplifiées dans les processus en aval. À savoir, les différences qui existent entre les manifestations cliniques et le déclin cognitif sont davantage marquées, et ces aspects ne sont pas uniquement liés aux processus pathologiques, comme ceux que je vous ai décrits tout à l'heure, mais également à d'autres facteurs tels que les stratégies cognitives et comportementales. Les femmes peuvent donc avoir plus de réserves cognitives que les hommes, ce qui va entraîner un déclin cognitif plus tardif, mais un taux de déclin plus prononcé par la suite. Nous allons maintenant discuter un petit peu des facteurs de risque en fonction du sexe dans la maladie d'Alzheimer. Donc, les recherches menées au cours de la dernière décennie indiquent que la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, tels que l'hypertension, le diabète, les AVC ou les micro-infarctus, ils vont être globalement plus élevés chez les hommes que chez les femmes de moins de 60 ans, mais néanmoins, cette prévalence est égale ou même supérieure chez les femmes qui sont soit ménopausées, soit qui ont plus de 60 ans. La dépression et les troubles du sommeil, quant à eux, sont deux facteurs aussi de risque de la maladie d'Alzheimer et sont également connus pour avoir une prévalence plus importante chez les femmes que chez les hommes. Les études indiquent que le sexe peut ainsi moduler non seulement la prévalence des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, mais également la susceptibilité à la maladie d'Alzheimer qui va être conférée par un facteur de risque donné. Je vais maintenant vous détailler 3 principaux facteurs de risque pour lesquels les preuves de différence entre les sexes sont les plus solides, les plus robustes en tout cas. Donc le génotype APOE4, les facteurs de risque vasculaire et la dépression. Donc l'allèle E4 de l'apolipoprotéine est connu comme étant le principal facteur de risque génétique de la forme sporadique de la maladie d'Alzheimer. Certaines preuves suggèrent que le sexe peut modifier ce risque qui est conféré par l'allèle APOE4. Donc, le risque d'apparition de la maladie d'Alzheimer ou de conversion pour les troubles cognitifs légers serait plus élevé chez les femmes porteuses que chez les hommes porteurs.
On a une méta-analyse globale qui est très puissante, publiée en 2017 sur 50 000 personnes, qui a affiné ces observations parce qu'on a retrouvé une incidence accrue de troubles cognitifs légers et de maladies d'Alzheimer chez les femmes porteuses de l'APOE4. Et ceci était davantage observé chez les jeunes, donc de 55 à 70 ans pour le trouble cognitif léger et de 65 à 75 ans pour la maladie d'Alzheimer. Ce qui suggère donc une sensibilité précoce des femmes. Ceci peut notamment s'expliquer par des altérations hormonales ou métaboliques qui se produisent tôt dans la ménopause et qui elles-mêmes précèdent l'âge de risque de la maladie d'Alzheimer. Je vais aller un petit peu vite. Des études supplémentaires sont nécessaires également dans ce domaine pour déterminer si les modifications de la périménopause interagissent ou non avec le génotype de l'APOE4 et est-ce qu'il y a ainsi une incidence sur le risque de la maladie d'Alzheimer. De plus, chez des sujets qui présentent un trouble cognitif léger et l'APOE4, l'atrophie hippocampique va être plus importante chez les femmes que chez les hommes. Alors, concernant maintenant le risque lié au fardeau vasculaire, si le déclin cognitif et le risque de maladie d'Alzheimer sont affectés par une interaction entre le sexe et la pathologie cérébrovasculaire et les facteurs de risque vasculaire, cela n'a pas été systématiquement étudié. Quelques études sur ce sujet s'y sont tout de même intéressées, mais comme par exemple, dans une étude qui a été publiée en 2017, on a estimé que l'hypertension qui apparue ou établie à la moitié de la vie allait augmenter le risque de démence chez les femmes uniquement, alors que pourtant l'hypertension à la moitié de la vie est davantage prévalente chez les hommes. Une étude a aussi montré que la première manifestation de maladie cardiovasculaire différait entre les hommes et les femmes, ce qui pourrait influencer différemment le risque de maladie d'Alzheimer. Cette étude a montré notamment que les hommes étaient plus susceptibles que les femmes de développer une maladie coronarienne comme premier événement cardiovasculaire. Étant donné que les maladies vasculaires vont contribuer à la fois au déséquilibre cognitif et au risque de la maladie d'Alzheimer, il faudrait donc davantage étudier les différences entre les sexes en ce qui concerne le fardeau vasculaire et les manifestations cardiovasculaires, ainsi que leur impact sur la maladie d'Alzheimer. Il serait donc nécessaire d'approfondir l'étude de ces variables dans la maladie d'Alzheimer, notamment les questions de si les effets additifs des pathologies vasculaires et de la maladie d'Alzheimer ont des impacts différents en fonction du sexe, et si les différences entre les sexes quant aux effets des facteurs vasculaires sur le risque de la maladie d'Alzheimer sont dues à une mortalité plus élevée chez les hommes que chez les femmes, ça pourrait, ou si ça a un lien par exemple avec les facteurs hormonaux ou génétiques qui pourraient jouer un rôle aussi. Donc, concernant maintenant le facteur de risque lié à la dépression, des études ont démontré que le risque de troubles cognitifs légers ou de conversion du trouble cognitif léger vers la maladie d'Alzheimer est plus élevé chez les femmes dépressives que chez les hommes dépressifs. Étant donné que la dépression est plus répandue et plus grave chez les femmes, il convient d'examiner attentivement ces résultats. Ça pourrait être une piste d'explication des différences qu'on retrouve entre les hommes et les femmes. Et en particulier, la taille réduite des groupes des patients. Alors, il faudrait affiner un peu ces résultats parce que dans les études qu'on présente, la taille réduite des groupes de patients masculins qui sont atteints de dépression par rapport à celle des groupes de femmes atteintes de dépression est assez différente et ça pourrait réduire ainsi les chances qu'on a d'identifier des corrélations entre la dépression et la maladie d'Alzheimer chez les hommes, donc un manque de pouvoir statistique. Oui, voilà. En dehors de ces trois grands facteurs de risque, que sont l'APOE4, le fardeau vasculaire et la dépression, certains peuvent également être spécifiquement liés aux femmes. Donc, certaines preuves suggèrent que les affections qui sont liées à la grossesse et à la ménopause sont des facteurs de risque qui vont être spécifiques à la femme pour la maladie d'Alzheimer. Ça va être des risques plus élevés à la fois de déclin cognitif, de démence et aussi de niveau plus élevé au niveau de la neuropathologie dans la maladie d'Alzheimer.
Ils vont être plus associés à ces trois stades vont être plus associés à une ménopause précoce qui serait induite chirurgicalement, ce qui va indiquer que la ménopause avant l'âge de 40 à 45 ans, donc en raison soit d'ablation des ovaires, de chimiothérapie ou d'un traitement quel qu'il soit, ça va représenter un facteur de risque spécifique à la femme pour la démence de type Alzheimer. Si d'autres troubles hypertensifs qui peuvent être liés à la grossesse, comme par exemple le syndrome de HELLP, ça peut être aussi des facteurs de risque spécifiques à la femme pour la maladie d'Alzheimer, mais ça, il reste encore à l'élucider et ça peut être l'objet de futures études. Quant aux facteurs de risque qui vont être spécifiquement liés aux femmes, mais cette fois-ci en fonction de leur genre, on sait par exemple que les facteurs de risque socio-économiques de démence et de maladie d'Alzheimer vont varier en fonction du sexe. Par exemple, dans la plupart des cultures, un faible revenu et un faible niveau d'instruction sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Un autre facteur de risque qui va être fréquemment associé aux femmes, c'est le fait d'être un proche aidant naturel. Comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, 75% des personnes qui s'occupent d'autres personnes atteintes de maladies chroniques, telles que la démence, sont des femmes. Donc ça va être un fardeau à la fois au niveau des soins, qui est souvent associé à des taux d'emploi moins élevés et à une prévalence accrue de facteurs de risque psychologiques qui peuvent être liés à la maladie d'Alzheimer. Ça peut être aussi des troubles du sommeil et des dépressions. Donc chez les femmes soignantes, ce sont des risques associés qui sont en plus davantage prévalents chez les femmes que chez les hommes. Donc par rapport aux hommes aidants, les femmes aidantes ont en plus tendance à déclarer qu'elles ont un fardeau plus lourd et un plus grand conflit à la fois psychologique, des tensions, etc., qui sont liées au fait de s'occuper qui sont liées à leur rôle d'aidant naturel. Un autre facteur qui est lié au sexe, mais qui a une influence en fonction du genre, c'est que les femmes plus âgées sont plus susceptibles que les hommes de vivre seules. Souvent, on peut le penser en raison de leur plus longue durée de vie. Mais cette différence va pouvoir compliquer, par exemple, l'inscription des femmes dans des essais cliniques. Donc, elles ne vont pas forcément disposer d'un représentant ou d'un accompagnant qui va être capable de donner son consentement à la place de la personne atteinte pour participer à une étude. Et donc, ça va en quelque sorte un peu fausser les recrutements dans les études parce que ça ne va pas vraiment refléter l'épidémiologie de la maladie du fait que certaines femmes ne puissent pas participer. Ça va aussi poser un problème dans les essais cliniques, par exemple, parce qu'on va avoir une inégalité plus généralisée que ce que l'on croit entre les sexes, ou non. Enfin, en tout cas, ça biaise un petit peu les effets. Et donc, ça va entraîner des modifications, notamment dans les soins qu'on devrait offrir en fonction de l'épidémiologie. Concernant maintenant plus la partie sur les traitements proposés dans la maladie d'Alzheimer, donc pour le moment, il n'existe toujours pas de traitement curatif véritablement de la maladie. Cependant, on va avoir divers traitements qui vont être proposés dans le but d'agir sur tel ou tel mécanisme, donc à savoir soit agir sur la production de bêta-amyloïdes ou sur son agrégation, sur l'agrégation de la protéine Tau ou encore sur d'autres modalités. Et la différence entre les sexes n'est souvent pas suffisamment prise en compte dans les essais cliniques, notamment sur les données d'innocuité et d'efficacité issues d'essais cliniques sur les inhibiteurs de la cholinéstérase et d'autres interventions pour traiter la démence, on n'a pas systématiquement analysé la dimension du sexe. Par conséquent, si le sexe joue un rôle spécifique dans la réponse aux médicaments, il va rester à élucider de savoir si l'apparition d'événements indésirables ou la modulation des influences génétiques sur les résultats peut influencer le traitement. Aussi, le sexe est rarement pris en compte lors du développement d'un médicament préclinique, bien que plusieurs différences aient été observées, celles dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure, et qui ont été en plus observées également dans des modèles chez l'animal. Ensuite, concernant les traitements des symptômes neuropsychiatriques, on sait que les femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer vont être plus susceptibles que les hommes d'utiliser des antidépresseurs ou encore des anxiolytiques.
Et ce sont des différences qui sont très importantes à prendre en compte dans les schémas pharmacologiques parce qu'elles vont découler, il va en découler des symptômes psychiatriques spécifiques au sexe qui sont décrits, que je vous ai décrits précédemment. Et ça va constituer un facteur supplémentaire qui va contribuer à l'hétérogénéité clinique entre les hommes et les femmes qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, mais aussi qui va importer dans un contexte de polythérapie, donc de prendre de plusieurs médicaments en même temps. Et d'autant plus que chez les patients âgés, prendre plusieurs médicaments en même temps est quelque chose d'assez fréquent et que il faut faire attention de savoir est-ce que les femmes en prennent davantage ou pas par rapport aux hommes. Et en fait, donc différentes combinaisons de ces médicaments vont pouvoir aussi donner lieu à des profils d'interaction médicamenteuse et donc métaboliques qui sont spécifiques à un sexe. Donc, il va être nécessaire d'ajuster à la fois la dose, donc dépendamment du sexe, en raison de cette prise de médicaments multiples. Et ceci va être pertinent dans la pratique clinique et dans les essais cliniques. Et donc, ça mériterait également une étude plus approfondie. Et enfin, en ce qui concerne les interactions entre le génotypage sexuel et la réponse aux médicaments, certains effets peuvent être retrouvés. Par exemple, les effets thérapeutiques de certains inhibiteurs de la cholinéstérase vont être modulés par le génotype ApoE dépendamment du sexe. Donc, il serait utile de développer aussi les connaissances à travers ce domaine. Donc, pour conclure, j'espère que donc, ces quelques éléments que j'ai pu vous donner vous auront convaincu de l'importance et de l'intérêt de tenir compte du sexe et du genre dans la maladie d'Alzheimer. Donc, l'idée pour les futures recherches, c'est de répertorier les éléments habituels auxquels on se préoccupe habituellement, c'est-à-dire répertorier donc les données telles les données démographiques, les données d'imagerie, les données cliniques, les données génétiques, mais aussi les marqueurs biologiques, et de les analyser en tenant compte du sexe des sujets, afin de créer ensuite des modèles qui vont permettre une réponse thérapeutique davantage adaptée en termes à la fois de prévention, de diagnostic, de pronostic, mais aussi de pouvoir proposer un traitement plus personnalisé à ces sujets. C'est tout un travail qui mérite d'être fait avec des approches interdisciplinaires, donc à la fois avec le soutien des milieux universitaires, du gouvernement et du public, des aidants, du personnel de recherche. Et voilà, c'est un travail vraiment à faire sur l'ensemble de la recherche, à la fois de la recherche et de la clinique. Et il y a encore beaucoup à découvrir et à adapter. Voilà, sur cette question. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dr Caillot, pour cette présentation. Pour rebondir sur justement ce que vous venez de dire en termes de conclusion, comment ça se fait qu'avec justement cette différence assez importante au niveau non seulement des facteurs neuropathologiques, mais également de l'implication du genre dans ces différences-là, que ça ne soit pas pris en compte dans le design d'un essai clinique? Mais en fait, c'est souvent pris en compte en termes de... Enfin, on essaye souvent de respecter la proportion homme-femme, etc., mais sans pour autant que ce soit le sujet d'intérêt. En général, dans les recherches, dans les modèles statistiques, ça va être mis en covariable. Par exemple, on va covarier pour l'âge, mais c'est rarement testé en tant que facteur spécifique, tester l'influence du sexe sur telle dimension. Alors... Donc, est-ce que c'est également un manque de recrutement au niveau des patients? Il faudrait sensibiliser plus les femmes à s'impliquer au niveau des recherches cliniques et en combinaison également avec une inclusion déjà à la base des femmes dans les protocoles de recherche?
Je pense que ça passe à la fois par l'information et l'accompagnement pour qu'il y ait plus de femmes qui participent aux recherches cliniques, mais ça passe aussi par le fait justement de faire ce type de conférences informatives sur tout ce qui impact sur le sexe, parce que avant même les recherches chez l'homme, déjà dans la recherche chez l'animal, l'impact du sexe est souvent peu pris en compte. Souvent, par exemple, les souris sont souvent des souris mâles. On ne prend pas forcément en compte on prend pas forcément souvent en compte des souris femelles qui pourraient avoir justement toutes ces choses au niveau des hormones, etc. On teste souvent les médicaments sur des souris mâles. Donc, ça passe à la fois par l'accompagnement humain, mais déjà rien que dans le milieu scientifique, en amont au niveau des recherches sur l'animal. Parfait. Alors, n'hésitez pas là à poser vos questions. Attendez, je vais également vous tous voilà. Donc, pour ceux qui veulent poser leurs questions directement, n'hésitez pas. Vous êtes le mode sourdine a été enlevé, donc vous pouvez prendre la parole. Également, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur justement l'effet protecteur des hormones chez les femmes, donc en préménopause? Alors, sur l'effet protecteur? Oui, pourquoi finalement, vous avez parlé justement du déclin beaucoup plus accentué chez les femmes au-delà de la ménopause. Est-ce que là, est-ce qu'il y aurait des facteurs protecteurs qui seraient joués par les hormones spécifiques au sexe, ou est-ce que c'est d'autres considérations qu'il faut prendre en compte? Alors, d'un point de vue hormonal, on en sait encore assez peu. Après, par rapport à la cognition, ça peut être une des pistes d'explication. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, que ça pourrait être une réserve supérieure, une réserve cognitive supérieure chez les femmes. Après, au niveau hormonal, c'est vrai qu'on on obtient un déclin très important à partir du moment où il y a la ménopause. Donc, alors après, il faudrait justement davantage d'études pour savoir qu'est-ce qui est effectivement protecteur chez les femmes, qui fait qu'elles arrivent à se maintenir avec ces hormones, et que le déclin est soudain dès que la ménopause intervient. Mais je ne sais pas si j'ai trop répondu à votre question, mais j'ai oublié un peu. D'accord. Donc, est-ce que justement le fait que le niveau des hormones diminue après la ménopause, ça pourrait expliquer pourquoi le déclin serait plus important à ce moment-là? OK, parfait. Alors, écoutez, n'hésitez pas, encore une fois, soit à écrire vos réponses dans la boîte de dialogue ou, alors on a une question. Je comprends que dans les études, tant sur les souris que sur des humains, le masculin l'emporte sur le féminin, tout qu'en grammaire française. Oui, effectivement. Oui, la question c'est donc il y a plus d'hommes que de femmes, c'est ça, dans les études? Oui, oui. Oui, déjà en préclinique, oui. Chez l'animal, oui. Après, dans les études chez l'homme, ça dépend un petit peu. Certains essaient de respecter la parité en recrutant quand même en recrutant quand même un nombre similaire d'hommes et de femmes. Après, je pense que selon les études, ça dépend aussi donc de ce que je vous expliquais tout à l'heure, de savoir est-ce qu'ils arrivent suffisamment à recruter de femmes par rapport à la proportion. Parce que même si on essaye de respecter d'avoir 50-50 hommes-femmes dans une étude, sachant que les femmes sont plus atteintes de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on ne devrait pas aussi respecter la proportion, par exemple prendre 2/3 de femmes pour 1/3 d'hommes dans les études scientifiques pour que ce soit réellement représentatif en fait. Ouais. Donc c'est une question à se poser. Attendez, on a une autre question. Oui, c'est intéressant. Où pouvons-nous nous adresser pour participer ou référer des patients à des études?
Alors moi, je peux vous répondre pour mon laboratoire. Après, de manière globale, je ne sais pas si vous avez plus d'informations Oui. d'un point de vue du Canada, mais Oui, alors déjà au niveau du Québec, vous pouvez aller sur notre site web. On répertorie en fait l'ensemble des études cliniques qui sont ouvertes et en phase de recrutement pour différentes raisons, soit facteurs génétiques ou notamment facteurs hormonaux. Il y a notamment une étude clinique qui est actuellement en recrutement au Douglas et qui s'intéresse à la relation entre justement le genre et la mémoire et également les facteurs hormonaux. Donc, vous trouverez également cette information sur notre site web. Je pourrais vous envoyer les coordonnées pour contacter la personne en question. On a une autre question. J'ai une question par rapport au traumatisme crânien comme FDR, de développer la maladie d'Alzheimer par rapport au sexe. Est-ce qu'il y a des études par rapport à ça? Pour le traumatisme crânien, j'imagine peut-être, est-ce que les traumatismes crâniens seraient finalement un facteur de risque supplémentaire à développer la maladie d'Alzheimer, et puis aussi la différence par rapport à la prévalence homme-femme dans ces cas-ci. Vous en avez parlé notamment un petit peu par rapport au risque cardiovasculaire. Oui, pour les risques cardiovasculaires, oui, c'est sûr. Pour les traumatismes crâniens, je ne connais pas l'impact sur le sexe, par contre. C'est sûr que c'est un facteur de risque supplémentaire pour la maladie d'Alzheimer. Après, en fonction du sexe, de savoir si des hommes qui ont eu un trauma crânien et des femmes qui ont eu un trauma crânien, lequel serait plus à même d'être impacté par ça pour développer la maladie d'Alzheimer, ça, je ne saurais pas vous dire selon le sexe. Je ne sais pas si ça a été... c'est sûr que c'est un facteur de risque, mais supplémentaire, mais enfin un facteur aggravant en tout cas. Mais je ne saurais pas vous en dire plus. Également pour renchérir par rapport au recrutement pour des essais cliniques, le CRI-UGM, donc l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, possède également plusieurs études qui sont en cours de recrutement. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à les contacter. Aussi une question par rapport aux facteurs de risque. S'il y a des tests de dépistage pour savoir si une personne possède, entre guillemets, l'allèle ApoE4. Oui. Oui, tout à fait. Ça peut, ça peut se détecter par analyse de salive ou prélèvement sanguin. Alors après, nous, on le fait en fonction de la recherche ici, dans le cadre de nos protocoles. Après, je ne sais pas si au Québec, on peut faire ça simplement pour la clinique. Si on a une consultation médicale, probablement, mais je ne sais pas si on peut juste faire ça pour connaître son génotypage, je ne suis pas sûre. En fait, le génotypage pour l'allèle ApoE4 n'est pas un test de routine. C'est surtout préconisé dans des conditions de recherche. Et il y a également ça a été approuvé par la Food and Drug Administration aux États-Unis pour pouvoir offrir ce test de génotypage spécifiquement pour ApoE4. Donc en fait, ça coûte $199 et puis vous avez en fait votre résultat génétique. Par contre, il y a un certain nombre de considérations éthiques à avoir quand on fait ce genre de test de dépistage, à savoir, il faut y penser à quel âge on le fait, est-ce qu'il y a vraiment un historique familial qui est à considérer et qui permettrait en fait de justifier ce test de dépistage. Aussi par rapport à l'employeur, est-ce que ça serait pas une cause éventuelle de mettre les gens en retrait. Également, comment ces données-là vont être utilisées par les assurances, sachant que certaines personnes déjà avec la maladie d'Alzheimer se sont vues refuser des assurances, augmenter également leur prime d'assurance en termes d'hypothèque ou d'assurance vie. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ces tests de dépistage et le consensus canadien, c'est que vraiment ce test devrait se faire dans des conditions de recherche clinique et non pas un dépistage at large de la population.
Alors, oui, bah, effectivement, oui, je vous enverrai aussi les informations par rapport aux études cliniques à Québec. Il y en a effectivement aussi au CHUT Québec. Et puis, bah oui, par rapport au traumatisme crânien, ça répondait aussi à la question de Madame. Alors, ben, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes pour Dr Caillot, si vous en avez. Mais moi, encore une fois, je suis vraiment assez perplexe de la différence, en tous les cas, chez dans certaines études pour montrer la différence de sexe entre les hommes et les femmes. C'est sûr que les échantillons ne sont pas assez importants pour peut-être sortir des conclusions plus tranchées à ce sujet, mais que ce ne soit pas un sujet de recherche clinique beaucoup plus important. Même s'il me semble qu'il y a une chaire de recherche et il y a une équipe également au CCNV qui s'intéresse à ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport aux études qui sont en cours? Alors, les études qui sont en cours, pas forcément, mais je sais que en tout cas, le sexe et le genre, en fonction de la recherche, devient un sujet quand même de plus en plus traité. Par exemple, pour justement le CCNV et CCNA, ou même les IRSC demandent de plus en plus, quand on soumet pour une demande de conférence, etc., de savoir est-ce qu'on tient compte du sexe et du genre dans nos études. C'est vraiment une thématique qui est de plus en plus centrale. Je pense que justement, les consciences commencent à s'éveiller sur le fait qu'à la fois dans la recherche, mais les répercussions également dans la clinique, on ne connaît pas suffisamment ces impacts-là et qu'il serait temps de s'y intéresser. Et à la fois pour la prise en charge après dans la clinique, au niveau de la prise en charge des patients. Parfait. Une question. Savez-vous si le PET scan utilisant le Pittsburgh Compound B pour tracer les plaques bêta-amyloïdes est d'utilisation courante pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer ou non? De toute façon, pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on utilise rarement, enfin en tout cas d'un point de vue clinique, on utilise rarement de PET scan. En général, c'est un diagnostic qui se fait à la fois sur une consultation clinique avec un neurologue, des examens neuropsychologiques et éventuellement un examen en imagerie classique, mais c'est rare d'utiliser un PET scan pour un diagnostic Alzheimer. Ok. Justement, notamment par rapport au diagnostic, vous avez mentionné que les femmes avaient justement cette capacité au niveau de la mémoire verbale. Donc, est-ce qu'il y a d'autres tests qui seraient plus pertinents dans le cas d'un diagnostic et qui prendraient en compte justement cette différence de sexe? Alors, d'autres tests, pour le moment, ça n'a pas encore été vraiment développé, mais en tout cas, effectivement, c'est très important de prendre en compte la différence de sexe. Donc, soit utiliser des tests classiques qu'on connaît déjà, mais en changeant le seuil au niveau des scores pour savoir que les femmes, normalement, devraient avoir une performance peut-être supérieure à celle des hommes. Donc, soit, oui, effectivement, développer de nouveaux tests. Après, ceux qui sont particulièrement sensibles pour faire la distinction entre les sexes, je sais pas trop. Je pense qu'il faudrait développer faire peut-être une revue de la littérature sur toutes les épreuves existantes et leur sensibilité pour savoir lesquelles. Oh, j'ai une fenêtre. Ouais, pour savoir lesquelles sont les plus adaptées pour différencier les sexes. Oui. Parfait. Ok. Bah, écoutez, alors, bah, si on va peut-être prendre une dernière question. Si vous en avez, n'hésitez pas. Parfait. Donc, bah, écoutez, je tiens encore une fois à vous remercier, Dr Caillot, pour cette excellente présentation là qui nous a bien fait comprendre l'importance
du sexe et du genre dans la maladie d'Alzheimer. Et puis, merci à vous tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, vous recevrez en fait dans l'heure une courte évaluation en plus du sondage à laquelle vous avez bien accepté d'y répondre pour vous demander un petit peu vos commentaires, votre appréciation du webinaire et puis surtout pour nous permettre de répondre à vos besoins dans l'avenir. Vous trouverez également dans le courriel le lien d'enregistrement du webinaire. Alors, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou dans votre réseau. Et le prochain webinaire aura lieu le 1er mai prochain, toujours à la même heure, et il sera présenté par Maître Sabrina Camisano, avocate au cabinet d'avocats Boulet-Blaquière, qui abordera le thème des directives médicales anticipées. Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Et encore une fois, je tiens à remercier vraiment chaleureusement Dr Caillou pour son excellente présentation et les personnes présentes aujourd'hui pour votre participation. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore.